Mon propos va essentiellement s'appuyer sur un travail que nous avons mené au CEVIPOF avec plusieurs collègues pendant maintenant plus de 12 mois, un travail d'enquête en France, mais aussi dans 12 autres pays, démocratie avancée, également en Afrique, et sur 2 territoires outre-mer, Mayotte et La Réunion. On a essayé de comprendre un petit peu quelle était la perception, l'attribution de responsabilités politiques et institutionnelles des citoyens vis-à-vis de la gestion de la crise. Donc ces éléments sont trop nombreux, c'est un puits sans fond, on n'a pas encore totalement terminé l'exploitation et la compréhension de tout ce qu'on a pu observer sur un temps long, mais il y a au moins 3 éléments sur lesquels je voudrais revenir ce matin. Le premier, et d'ailleurs ça a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup de débats, des controverses académiques, parfois certaines sont sereines et je dirais importantes. On a pu observer dès le début de la crise Covid, dans beaucoup de pays, sauf la France, une appréciation, voire même une surappréciation de l'activité des exécutifs pour gérer la crise. Alors ça s'est traduit, beaucoup de textes ont été publiés, ça s'est traduit par cette progression exponentielle de la popularité des exécutifs, président, Premier ministre, selon les pays. Et parfois c'était très curieux parce que si je prends le cas de l'Italie, ou même le cas du Royaume-Uni, avant la crise, leurs exécutifs ne bénéficiaient pas d'un niveau de satisfaction, de popularité très élevé, et crise apparaissant, on a vu des chocs spectaculaires, plus de 20 points, 30 points, 40 points même de popularité dans certains cas. Je mets de côté la Nouvelle-Zélande et l'Australie, où là, il y a aucune rationalité. Alors pourquoi la situation française a échappé à ce mouvement de popularité ? Moi, je vois deux explications et au fond, il faut être très précis. La situation, elle n'est pas l'inverse de ce qu'on a pu observer dans d'autres pays. C'est-à-dire qu'on aurait pu observer un décrochage aussi si les citoyens français avaient considéré que la gestion était mauvaise. Donc, on a eu plutôt une stabilité. Et cette stabilité était très curieuse parce que on sait que lorsqu'on a des crises sévères d'une telle ampleur, je pense crise du 11 septembre aux États-Unis, vague d'attentats en France en 2015, crise financière 2008-2009, en général, il y a un effet de... Alors, certains appellent ça en bon français rally around the flag, ralliement autour du drapeau, principe d'union nationale. Alors pourquoi il ne s'est pas produit en France ? Pourquoi il n'y a pas eu cette augmentation et cette hausse de popularité ? Je vois 3 explications. La première, c'est que l'attribution de la responsabilité d'une bonne gestion d'une crise sanitaire qui s'est déployée sur tout le territoire a laissé ce moment d'incompréhension entre le rôle institutionnel et le rôle politique des acteurs, qu'ils soient président de la République, gouvernement et aussi chefs d'exécutifs locaux, régionaux, dans une incompréhension parce que la crise n'a pas frappé tout le territoire, on le sait, de la même manière. Et donc, il y a eu, on l'a pu l'observer dans nos enquêtes CEVIPOF dès le mois de mars, un niveau d'appréciation des exécutifs locaux, notamment dans le Grand Est et même en région PACA, avec une progression très rapide durant les premières semaines. Or, l'exécutif national ne bénéficiait pas du même sursaut. Donc on voit bien qu'il y avait, et j'ose pas employer le terme de différenciation parce qu'on va y revenir tout à l'heure, mais là je l'emploie dans un autre contexte. Pour moi, je dirais que j'ai été rassuré sur le bon fonctionnement d'une démocratie où on est capable d'attribuer la responsabilité politique au regard d'une situation de crise. Ensuite, il y a une deuxième explication que je voudrais mettre en avant, cette fois-ci autour de la perception des citoyens sur les outils qui ont été mobilisés pour faire face à cette crise. Et là, on a pu observer, et notamment plusieurs échanges avec l'AMF à ce sujet, mais on a mené une enquête auprès de l'ensemble des maires de France en septembre et octobre 2021. Près de 5000 d'entre eux ont répondu. Moi, j'ai été frappé de voir que ce qui était présenté, notamment dans la presse, comme la révélation d'un couple perdu préfet-maire,
n'était pas forcément la perception des maires qui ont répondu à notre enquête. C'est-à-dire que oui, ça a fonctionné. Ça a, d'une certaine manière, peut-être réhabilité les sous-préfectures, ou ces institutions fantômes, pour en avoir visité un certain nombre depuis près de 3 ans. Et c'était d'ailleurs une source d'insatisfaction des maires, considérant que les sous-préfets n'étaient pas en mesure de répondre à plusieurs de leurs demandes. Mais il y a eu une forme de réhabilitation du rôle des sous-préfets. Mais pas un rôle dans l'absolu, un rôle pour venir se substituer à, me semble-t-il, une forte insatisfaction qui est à la fois fonctionnelle, mais aussi, je crois, en termes de coordination avec les agences régionales de santé. Donc la question de la santé, pour moi, est au cœur d'une interrogation sur l'architecture institutionnelle j'allais dire du territoire français, en particulier dans un texte, on en parlait en aparté avant le début de cette audition, sur la compétence santé qui ne se retrouve pas dans le texte 4D à proprement parler. Et je disais 3 points. Le troisième sujet qui me semble ici intéressant, et ça je le tiens de notre travail du baromètre de la confiance politique, effectivement, on observe que les Français n'avaient pas d'attentes très élevées vis-à-vis du rôle des élus locaux dans la gestion de cette crise. Et alors c'est très intéressant parce qu'ils attribuent à la fois la responsabilité d'une mauvaise gestion de la crise en mettant en avant le Premier ministre et son gouvernement, en tout cas les ministres concernés, pour près d'un tiers des Français. Deuxièmement, ils mettent en avant le président de la République à 25%, et puis les citoyens eux-mêmes, 30%. Les élus locaux sont considérés responsables de la dégradation de la crise sanitaire au cours des mois pour seulement 1% d'entre eux. Donc, il faut le citer, mais c'est tout à fait symbolique et marginal. Concernant à qui attribuer la responsabilité de l'amélioration. Alors, amélioration, il faut faire très attention parce que c'est une enquête qui a été administrée sur le terrain au mois d'avril 2021, donc il y a quelques semaines, donc après quand même trois vagues successives. Les responsables de l'amélioration, c'est très intéressant parce qu'on retrouve les citoyens, considérés comme responsables de cette amélioration, 2, les scientifiques, par l'expertise mobilisée, et 3, le gouvernement et les ministres, 22%. Le président de la République 10% et les élus locaux 4%. Alors tout ça donne le sentiment que les élus locaux ont été soit tenus en marge de la gestion de la crise, et je crois que c'est un ressenti partagé par beaucoup d'élus locaux, soit au fond, on peut le voir autrement, les compétences dont disposent les élus locaux pour faire face à cette crise n'existent pas, tout simplement. Monsieur Alain Lambert, président du Conseil national d'évaluation des normes. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Cher Monsieur le Président, heureux de vous revoir. Messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, je vais faire comme Monsieur Foucault très vite pour respecter les 8 minutes que vous nous avez proposées, Monsieur le Président, en m'inspirant du questionnaire et en me limitant à évoquer des perspectives sans les développer, vous laissant le soin de poser des questions à la suite. Alors, le premier enseignement que je trouve pour ce qui me concerne et ce que j'ai ressenti au sein du CNEN, c'est que le pilotage d'une politique qui doit répondre aux besoins de chaque foyer français en mode centralisé ne marche pas, parce que ce pilotage centralisé est lent, il est uniforme, il est excessivement normé, et on le comprend lorsqu'il vise l'ensemble de la nation, et il ne permet pas d'atteindre toutes les cibles, et il est probablement coûteux, mais c'est un autre sujet. Vous avez dans votre propos introductif, Monsieur le Président, évoqué la révision constitutionnelle de 2003 qui a introduit le principe d'organisation décentralisée de la République et qui a au fond placé ce principe au même niveau que le principe d'égalité et le principe d'indivisibilité. Et d'ailleurs, l'exposé des motifs de la révision constitutionnelle de ce point de vue-là est sans équivoque. Il est dit, je la cite, les conditions de la mise en œuvre du principe de subsidiarité sont réunies. Et il est même ajouté un deuxième alinéa à l'article 72 qui dispose que les collectivités ont vocation à exercer l'ensemble des compétences qui peuvent être le mieux mises en œuvre à l'échelle de leur ressort. Donc si le constituant
a voulu adresser ce message à la fois à la nation et à ses représentants, et que finalement on continue comme avant, ça n'est plus un problème juridique, c'est un problème de comportement qu'il nous faut réinterroger. Et tout cela pour vous dire que je pense que ça n'est pas un sujet qui commande une révision constitutionnelle, parce qu'à droit constitutionnel constant, nous pouvons faire beaucoup mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Alors, s'agissant du principe d'égalité, mon propos sera un peu différent de celui de M. Foucault, et j'ai tout à fait confiance dans le caractère scientifique, naturellement, de ces études, mais en tant qu'élu local et à partir du témoignage des autres élus locaux, le rapport des Français au principe d'égalité, c'est qu'ils y tiennent beaucoup lorsqu'il leur permet d'avoir au moins la même chose que les autres, mais en tout cas, ils sont assez indifférents à l'égalité des autres. En conséquence, moi, je pense que le sujet du principe d'égalité appliqué à la santé, puisque c'est votre sujet, je pense qu'il s'agit en France d'un tabou juridique et qu'il serait opportun de tenter, sinon de le lever, en tout cas de l'expliciter, en s'appuyant d'abord sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, mais en essayant, à mes yeux, de la rendre encore plus explicite pour lever des verrous de résistance que je qualifie de pavlovienne, selon une formulation que je tiens d'ailleurs à votre disposition parce que le CNN a écrit quelque chose sur ce sujet. S'agissant de l'intervention des collectivités dans le domaine de la santé, alors je veux bien entendre qu'elle n'a pas été aperçue par les Français. En tout état de cause, les élus ont été beaucoup interrogés en ce qui les concerne. Et ils n'avaient pas toujours d'ailleurs la réponse aux questions qu'on leur posait. Mais je crois que l'intervention des collectivités dans le domaine de la santé est tout à fait salutaire. Pour sortir déjà d'un corporatisme, en tout cas j'assume cette approche du sujet parce que je l'ai vécu dans mes fonctions dans mon département, d'un corporatisme dans lequel le ministère de la Santé persiste à s'emprisonner entre la médecine libérale et la médecine salariée hospitalière, alors que nous avons une bombe à retardement que représente la démographie médicale et qui exige que des partenariats se nouent entre l'hôpital et la médecine de ville et que, pour l'instant, ces partenariats se heurtent parfois à des règles ou législatives ou réglementaires, donc je vous indique qu'elles rendent ces partenariats kafkaïens et, dans certains cas, on y renonce. S'agissant des modalités, je vais très vite, ça fait partie de notre contrat, et après vous pourrez, dans le débat, éventuellement, me demander d'approfondir. S'agissant des modalités, je recommanderais pour ma part qu'il ne soit pas fait d'attribution de compétences à un échelon territorial et que l'exercice de cette compétence soit ouvert à tous les types de coopération. S'agissant par exemple de la médecine de ville, selon la taille des collectivités et du nombre de patients à traiter ou à prendre en charge, des solutions différentes sont déjà existantes, mais peuvent être améliorées, qu'il s'agisse des PSLA, des maisons de santé, des centres de santé. Mais actuellement, les cofinancements entre échelons territoriaux se passent plutôt bien, précisément parce qu'ils ne sont pas trop régis par le droit. S'agissant des ARS, plutôt qu'un mix de gouvernance qui risque d'aggraver le pilotage actuel qui est déjà à mes yeux chaotique, je me demande si, au fond, un conseil de surveillance ne serait pas plus approprié. Certes, ses pouvoirs seraient limités, mais ils exerceraient un contrôle et une vigie qui permettraient de faire des propositions sur les orientations choisies par les ARS. Je dois dire que même si ça n'a rien à voir, j'ai siégé pendant plus de 10 ans à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il était intéressant d'observer comment les parlementaires qui sont chargés de la surveillance précisément des décisions prises conjointement par la direction du Trésor et par la direction générale de la Caisse des dépôts sont tout à fait intéressantes. S'agissant des hôpitaux, j'ai un peu le même réflexe. Naturellement, il existe déjà un conseil de surveillance. Mais je me méfie toujours des doubles pilotages, parce que ce n'est pas de bonne méthode, et c'est probablement l'ancien parlementaire engagé dans les finances publiques qui le pense. Parce que le double pilotage, ça partage l'esprit de responsabilité. En revanche,
le pilote doit pouvoir rendre compte en temps réel au conseil qui est chargé de la surveillance des décisions qu'il prend et des orientations qu'il choisit pour l'avenir de l'établissement ou des établissements. S'agissant des échelons territoriaux qui exercent cette surveillance, je ne suis pas favorable depuis toujours, vous le savez, Monsieur le Président, à la théorie des blocs de compétences qui confèrent à un échelon et à un seul des prérogatives qui impactent un territoire qui est beaucoup plus vaste que le siège de la collectivité territoriale concernée. C'est pourquoi je pense que ces conseils devraient être désignés par les collectivités du ressort de chaque établissement, selon d'ailleurs des systèmes de représentation qui permettent à toutes les sensibilités, à tous les territoires de pouvoir être entendus. On voit bien à travers les EPCI, ils y parviennent, ce n'est pas toujours dans la facilité, j'en conviens, mais c'est la preuve que c'est possible. Alors, s'agissant des financements, paradoxalement encore, je pense qu'il faut éviter d'instaurer des règles trop contraignantes. Aujourd'hui, les collectivités interviennent déjà beaucoup dans le domaine de la santé, sans contrepartie pour l'instant des finances de l'État. Mais je pense que l'instauration d'un transfert de ressources, s'il y avait un transfert législatif de compétences, ne serait vraiment justifiée que dans le cas où il s'agirait de transfert de compétences obligatoires. À défaut, je pense qu'il ne faut surtout pas nous priver de l'outil contractuel ou conventionnel que nous utilisons actuellement et qui est, à mes yeux, très approprié. Ça existe déjà avec les centres de santé, avec les maisons de santé, avec l'assurance maladie. Bon, dans le petit département dont je suis l'élu, c'est le conseil départemental qui finance l'hélicoptère qui relie l'hôpital au CHU. Enfin, contrairement à ce qu'on peut penser, les collectivités territoriales sont déjà très engagées dans le financement de la santé. S'agissant enfin des relations financières entre l'État et les collectivités, il me semble qu'un armistice serait le bienvenu, car l'enjeu de la reprise est tellement important que nous devons éviter tout élément de division. Mais nous constatons au CNEN beaucoup moins de transferts massifs de dépenses entre l'État et les collectivités, mais en contrepartie, nous constatons une dérive qui devient très inquiétante. C'est celle des coûts masqués, des normes de plus en plus nombreuses qui pleuvent dans le domaine des compétences qui ont été transférées par l'État. On a parfois le sentiment que le prescripteur, puisqu'il n'est plus désormais le payeur, impose des normes de plus en plus nombreuses et de plus en plus coûteuses, tant au plan administratif que technique. Et ces normes sont de plus en plus pas évaluées, au motif que le prescripteur prétend qu'il n'a pas l'appareil statistique pour pouvoir évaluer ses coûts, puisque les compétences ont été transférées. Et cela me permet, Monsieur le Président, d'achever mon propos en portant à votre connaissance que nous avons engagé un partenariat avec notre homologue allemand qui est le NKR et qui cet homologue dispose, lui, de l'accès à l'organe statistique qui est équivalent à l'INSEE. Il a un pouvoir de saisine pour réaliser des évaluations de charges des nouvelles réglementations. Ce mode d'évaluation a été instauré dans une loi fédérale qui s'est intitulée « Mieux légiférer ». Elle a consisté à se doter d'un outil d'évaluation qui ne soit pas contesté et pour calculer les coûts qui sont engendrés par les nouvelles législations, par les nouvelles réglementations, voire par les compétences qui sont transférées. Il ne s'agit pas seulement d'études ex ante, mais aussi d'études ex post. Et c'est cette nouvelle façon de travailler avec un organe comme l'INSEE qui est à la disposition donc des institutions représentatives des collectivités territoriales, ont permis de réduire le corpus normatif très sensiblement, notamment en obligeant les administrations centrales à supprimer des obligations anciennes qui étaient devenues superflues ou financées et qui permettent de financer, bien sûr, les nouvelles mesures. Donc, nous pouvons toujours apprendre de ce que font les autres. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, étant entendu que sur chaque sujet que j'ai évoqué, je peux bien entendu répondre à vos questions.
Tout de suite au maire de Dunkerque. Je ne vois plus sur l'écran, mais il doit être là. Monsieur le maire. Bonjour. Bonjour à voilà, vous. Vous avez la parole. Merci de m'avoir invité dans ce débat. J'ai envie d'intervenir en vous livrant effectivement l'expérience qui a été la mienne sur le terrain depuis mars 2020 et ce que j'en ai retiré en 3-4 points. D'abord, à la question, est-ce que les collectivités ont gagné en confiance vis-à-vis des populations, des acteurs économiques, des acteurs sanitaires? La réponse est évidemment oui. C'est-à-dire au-delà de est-ce que la population a perçu si on était responsable de l'amélioration de la crise, ce qui est clair, c'est que la confiance politique en les élus locaux s'est accentuée avec la crise sanitaire. Pour 3 raisons, à mon avis. La première, c'est que les élus locaux ont réussi à montrer aux populations, aux acteurs sanitaires, une plus grande efficacité, une plus grande réactivité, et ils étaient dans le concret. Quand dès le mois de mars, nos infirmières, nos médecins se plaignaient de manque de matériel, ce sont les élus locaux qui leur ont fourni le matériel nécessaire. Et évidemment, ça a joué considérablement dans la confiance entre les élus locaux et ces acteurs-là. Quand il s'est agi de répondre à la question de l'accès à un certain nombre de droits, ce sont les collectivités qui ont été en première ligne. Je vais donner 2 exemples. Mi-mars 2020, toutes les institutions d'aide aux plus démunis ferment, sauf le CCAS. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si la ville n'est pas là, les plus démunis peuvent mourir de faim dans la rue. Or, c'est la ville qui est là pour apporter son aide. Quand il faut prendre en charge des enfants de soignants, aucun instituteur, aucun professeur n'était présent le premier jour pour garder les enfants de soignants. Ce sont les animateurs de la ville qui ont assuré la garde des enfants de soignants. Donc, évidemment, cette réactivité, cette efficacité, elle a marqué profondément les populations et les acteurs. La deuxième raison pour laquelle il y a eu confiance envers les élus locaux, c'est que finalement, les élus locaux étaient dans le dialogue avec les acteurs locaux et la population, et surtout dans le sens. C'est-à-dire quand ils mettaient quelque chose en œuvre, la proximité leur donnait la possibilité d'expliquer pourquoi on mettait en œuvre tel ou tel type d'action. Et ça, évidemment, cette question du sens, elle est fondamentale aujourd'hui. On ne peut plus diriger un pays sans donner le sens des mesures qu'on met en œuvre. Et évidemment, depuis Paris, donner du sens, c'est compliqué. Et enfin, il y a eu un 3e élément à Dunkerque, ça a été l'alerte. Quand le variant anglais a fortement touché le territoire dunkerquois, ce qui nous a d'ailleurs valu la primauté des télévisions nationales, c'est le maire, c'est-à-dire c'est moi-même, à travers une vidéo, qui alerte ma population sur la présence des variants anglais. Ce qui est une situation totalement anormale, parce qu'en plus, je n'ai même pas accès aux statistiques. C'est moi qui dois refaire un travail pour essayer d'alerter sur la présence du variant anglais et sur le risque que ça représente pour notre territoire. Et évidemment, cette alerte dans la transparence a été appréciée en termes de confiance par la population et les acteurs locaux. Donc oui, les collectivités ont largement gagné en confiance. Deuxième point de mon intervention, l'État. En fait, le paradoxe, c'est que l'État s'est montré très généreux dans cette crise sanitaire, mais qui s'est fourvoyé sur tout ce qui concerne, dans 3 domaines. Dans 3 domaines où il a complètement mis de côté les élus locaux. On a été complètement mis en marge dans 3 domaines qui me paraissent être les grandes erreurs de l'État dans la crise sanitaire. Le premier domaine, c'est la prévention, qui est une responsabilité des collectivités locales. On n'explique pas les gestes barrières à TF1, à la télévision, on les explique parce qu'une personne vous regarde dans les yeux. Et on a complètement oublié de renvoyer aux collectivités locales et au terrain la question de la prévention, notamment par rapport aux gestes barrières, mais j'y viendrai dans mon dernier point. Le deuxième élément sur lequel l'État s'est complètement fourvoyé, c'est la gestion du quotidien. L'organisation des marchés. Mais qu'est-ce que l'État vient foutre dans l'organisation des marchés ? Moi, chez moi, j'ai une plage. Je ne sais pas quelle est l'andouille, excusez-moi l'expression, qui a inventé la plage dynamique, mais je me suis retrouvé à déconfiner
au mois de mai 2020 et je propose un plan de déconfinement au préfet, qui était d'accord. Et à un moment donné, il me dit, mais tu sais, en Loire-Atlantique, ils sont départements verts et ils ont inventé le concept de la plage dynamique, on n'a pas le droit de s'asseoir. Et je dis, mais Michel, moi j'ai des kilomètres carrés de plage et si je fais une plage dynamique, tout le monde va s'asseoir sur la digue et ça va être la concentration des populations. Il m'a dit, c'est comme ça, toi t'es département rouge, tu dois faire au moins ce que font les verts. Pendant une semaine, j'ai pas pu gérer ma plage, c'était la catastrophe. Et le préfet a dû faire marche arrière parce que tout simplement, ça n'avait pas de sens et qu'on appliquait ce qui se faisait en Loire-Atlantique. Donc la question de la gestion du quotidien, l'État s'est complètement fourvoyé là-dedans. Il fallait le renvoyer aux acteurs locaux en les laissant assumer cette responsabilité, quitte à mettre des garde-fous, veto du préfet, consensus des maires à l'échelle d'un MC. Tout aurait pu être imaginé, mais il fallait renvoyer cette gestion du quotidien au niveau local. Et enfin, dernier point, les signaux faibles. Moi, sur le variant anglais, j'ai été le premier territoire touché fortement par le variant anglais. Il y a des signaux faibles qui sont apparus. On a vu, par exemple, que les enfants étaient plus contagieux. J'ai fait passer des messages, y compris au ministre lui-même. On n'a pas reconnu aux élus locaux la pertinence des signaux faibles. Et c'est 3 semaines plus tard, ou 4 semaines plus tard, qu'on entend à la télévision tout ce qu'on a dit à l'État, parce qu'on vivait une situation qui était différente de celle du territoire national. Et cette question des signaux faibles, je le regrette parce que dans la chasse à un virus, s'appuyer sur les signaux faibles, c'est fondamental. Dernier point de mon propos, finalement, qu'est-ce qu'a révélé cette crise sanitaire de notre système de santé? D'abord, un virus, la lutte contre un virus, c'est d'abord de la prévention. Finalement, pour bien lutter contre un virus, il faut empêcher qu'il se diffuse. Finalement, Et donc là, on est complètement dans le domaine de la prévention. Les gestes barrières, c'est essayer de faire évoluer les comportements des populations. Et le gros problème, c'est que notre système de santé, il est fondé sur la maladie et pas sur la prévention. Nous soignons la maladie. Nous traitons les malades. Et on a vu toute la faiblesse de notre système de santé. J'entendais quelqu'un tout à l'heure qui disait parler de coordination. La force d'un système, c'est sa coordination. Mais il n'y a pas de coordination aujourd'hui. Il y a d'un côté les collectivités locales qui ont une responsabilité en matière de prévention et de l'autre côté un système de santé qui s'occupe de la maladie. Le problème, c'est qu'il faut relier les deux. On réussit à le faire en matière de sécurité aujourd'hui. Police municipale, police nationale sont en train de s'intégrer. Enfin, moi, sur mon territoire, je suis frappé de voir la coordination qui est en train de se passer, à quel point elle se fait bien. C'est un échec dans l'éducation. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à articuler l'action des collectivités locales avec l'éducation nationale. Ben, c'est un échec aussi dans la santé, il faut le dire. Quand va-t-on réussir à construire un système de santé qui va réussir à intégrer la prise en charge globale de la personne, avec en même temps la prévention et le soin? Et cette question-là, aujourd'hui, elle n'est absolument pas tranchée. Donc, plus qu'un transfert de compétences, moi, j'attends une réforme en profondeur de notre système de santé qui, au lieu, en fait, de traiter la maladie, va traiter la santé. Et je pense que ça, c'est assez fondamental. Et enfin, dernier point, je vais conclure là-dessus. Cette crise sanitaire a aussi révélé des malaises profonds dans la logique du système administré. La santé n'est pas fondée sur le marché, elle est fondée sur un système administré. Bon. Ce système administré montre quand même de grandes failles, à tel point qu'on va bientôt finir par être un pays d'orthodontistes. Il y a des rémunérations qui sont anormales. L'argent ne va pas là où est le besoin de la population aujourd'hui. Il oriente le système de santé vers des choses qui ne sont ni la prévention, ni forcément ce dont a besoin la population. Ce qui est la faiblesse d'un système administré, on le sait, un système administré n'est jamais pur et parfait. Mais aujourd'hui, il est particulièrement imparfait. Et je crains d'ailleurs, pour les années qui viennent, une désaffection profonde de certains métiers de soignants. Moi, j'ai du mal à recruter à la ville de Dunkerque des infirmières aujourd'hui, parce qu'elles ne veulent plus exercer ce métier. Et je pense que, par contre, on aura toujours des orthodontistes en France, donc on aura des belles dents, mais par contre, on n'aura plus ces métiers qui sont absolument indispensables au quotidien. Donc je pense qu'il est urgent de revoir profondément le système administré, l'orientation financière du système de santé, pour redonner de l'attractivité à un certain nombre de métiers et aussi intégrer la question des conditions de travail. Et là, on aura besoin des collectivités aussi
pour rendre la médecine, le métier de soignant beaucoup plus attractif. Je ne reviendrai pas sur la question des moyens, mais s'il y a des questions, avec plaisir, j'y reviendrai. Très bien, je vous remercie, monsieur le maire. Et je donne la parole à notre dernier intervenant, monsieur Jean-Marie Pontier, professeur émérite à l'université d'Aix-en-Provence. J'espère qu'il m'entend et je lui donne la parole tout de suite. Merci, Monsieur le Président. Je vous entends et je vous vois. En revanche, je pense que vous ne me voyez pas. Je ne sais pas pourquoi. Il y a cette espèce de bizarre boule à la place de la photo qui devrait être la mienne. J'en suis désolé. Alors, les questions qui m'étaient posées portaient sur deux champs, en fait. D'une part, la question des interventions sanitaires et d'autre part, la loi NOTRe et ses conséquences. Si vous voulez, puisque je ne dispose pour l'instant que de 8 minutes, je parle seulement de la première partie, ce qui concerne le champ sanitaire. Je voudrais faire, en regroupant les questions qui m'ont été posées, de ce point de vue, faire 2 séries d'observations. Première série d'observations, il me semble, moi, que d'une manière générale, les élus locaux sont sortis confortés de cette pandémie. Je serais tenté de dire que la pandémie a été un véritable révélateur au sens chimique du terme, en ce sens que les élus locaux, moi, dans la perception que j'en ai, pas fait d'enquête, mais j'ai regardé un peu autour de moi, les élus locaux ont été mis en valeur par la pandémie. En quelque sorte, cette pandémie a servi les élus locaux, même si ce n'est pas dans la même proportion pour l'ensemble des élus locaux. En ce qui concerne les élus régionaux, et plus exactement, pas tellement l'ensemble des élus régionaux, mais les présidents de conseil régional, ces présidents ont été connus des citoyens par les initiatives qu'ils ont pu prendre, tout au moins certains d'entre eux, et ceci, quel qu'ait été le bien fondé ou pas de ces initiatives. De manière plus inattendue, les départements ont également bénéficié de la pandémie. Je voudrais citer en particulier les départements qui ont mis en place des bus départementaux qui ont sillonné les départements en transportant les vaccins. Il me semble que ce sont les maires qui apparaissent comme ayant été les autorités locales le plus mises en lumière par l'épidémie. Les maires ont pris des initiatives, ils ont fait des démarches, ils ont adopté des dispositions pour que leur population puisse être vaccinée. Et j'ai constaté une chose remarquable, c'est-à-dire que les maires de petites communes n'ont pas été les derniers à agir. Et sans eux, sans ces maires, la vaccination n'en serait pas là où elle en est aujourd'hui. Pour résumer sur ce point, je dirais que les élus locaux ont fait preuve, le mot a été utilisé par le maire de Dunkerque, oui, ont fait preuve de réactivité. Ils ont démontré leur utilité, ils ont montré leur efficacité. Pour moi, une double démonstration est faite du fait de cette épidémie, à la suite de cette épidémie, démonstration qui va à l'encontre des politiques menées depuis de nombreuses années, en ce sens que les petites communes ont démontré leur utilité, leur caractère indispensable, à la fois sur le plan sanitaire comme sur le plan social. La suppression ou la volonté de suppression de ces petites communes, à mon avis, a été ou se montre une mauvaise chose. De même, les départements fortement contestés ont fait la preuve de leur utilité. La question de leur suppression, selon moi, ne devrait plus être d'actualité. D'une manière générale, les structures locales décentralisées ont fait la preuve de leur capacité à réagir et à tenir face à une crise grave. De ce fait, me semble-t-il, la confiance dans les institutions locales n'a pu que s'en trouver renforcée. Et j'ai vu les réactions, bien entendu, ce ne sont pas des enquêtes, mais les réactions d'un certain nombre de personnes face aux actions
des élus locaux, notamment des maires, et ces réactions des gens étaient extrêmement favorables. Les gens n'ont pu que féliciter leurs maires des actions qu'ils entreprenaient. Je n'en dirai pas de même des structures de l'État, même si l'on sait que ces dernières ont dû face à des difficultés considérables et inédites. Deuxième série de remarques sur le plan de la santé. Les élus locaux auraient-ils dû être mieux associés à la lutte contre la pandémie, aux décisions relatives aux restrictions de liberté et à leur levée? J'aurais tendance à distinguer et à nuancer. Tout d'abord, je voudrais faire observer que l'évolution, depuis bien des années, est allée dans le sens d'une centralisation de la politique sanitaire. Et d'ailleurs, si vous lisez un certain nombre de revues, certains de mes collègues ont écrit des articles en faveur de cette centralisation, disant qu'il ne pouvait pas en être autrement. Jusqu'en 2009, l'hôpital avait encore un statut communal. Et c'est à partir de 2009, la loi de 2009, que l'on a mis fin à ce statut. Par ailleurs, en 1983, le législateur a attribué des compétences en matière de santé aux départements. Et il est apparu que ce n'était pas satisfaisant. Et vous vous souvenez que la loi du 13 août 2004 a recentralisé un certain nombre de ces compétences, notamment relativement aux campagnes de vaccination et à la lutte contre les grandes maladies. Enfin, je voudrais citer quand même, c'est la loi, c'est le Parlement qui l'a adopté, cet article L 1411-1 du Code de la santé publique qui dispose de manière très claire, très explicite, la politique de santé relève de la responsabilité de l'État. L'argument le plus fort qui a été invoqué en faveur de la maîtrise de santé par l'État est évidemment le principe d'égalité qui est un principe constitutionnel et qui est associé à un autre principe constitutionnel qui est ce que l'on appelle le droit à la santé, lequel résulte de l'alinéa 11 du préambule de 46 qui a valeur constitutionnelle, comme vous savez. Cette prégnance du principe d'égalité, la force de ce principe d'égalité est considérable dans notre pays, beaucoup plus sans doute que dans les pays anglo-saxons. Alors, s'il y a eu cette centralisation, je voudrais cependant rappeler 3 points. D'abord, ce qui est du champ du sanitaire ne se distingue pas toujours très bien de ce qui est social. Il y a par exemple le champ du médico-social qui est pris en compte par différents textes. Voilà. Si on regarde par exemple l'article L 3111-1 du Code de l'action sociale et des familles, il y a tout un développement sur le médico-social. Il est alors difficile d'affirmer de manière péremptoire qu'il y aurait d'un côté le sanitaire qui ne relèverait et de l'autre le social qui lui relèverait largement des collectivités territoriales. Deuxièmement, des instruments ont été prévus par le législateur dans le domaine de la santé au profit des collectivités territoriales. Ainsi, par exemple, l'article L 1434-10 du Code de la santé publique prévoit l'adoption par les régions d'un projet régional de santé et ce dernier, le projet régional de santé, peut faire l'objet lui-même de contrats locaux de santé passés entre les ARS et les collectivités territoriales. Mais que sont ces instruments en réalité? Ce sont des instruments ambigus parce que leur contenu est très vague ou bien il est creux et l'on peut se demander s'il ne s'agit pas de simples colifichets que l'on agite devant les collectivités territoriales. On peut se demander s'il ne s'agit pas de simples moyens pour faire payer les collectivités territoriales. Troisièmement, l'expérience de la pandémie a montré que sans les collectivités territoriales, et plus précisément sans les communes, l'État aurait été bien en peine de mener sa politique de confinement et de déconfinement et sa politique de vaccination. Les ARS ne se sont pas montrés des instruments efficaces. À l'inverse, le couple préfet-maire a souvent assez bien fonctionné. Alors faut-il modifier les dispositifs existants? Le Sénat
a fait une proposition dans un document de 2020 qui est intitulé « Pour une politique générale de la décentralisation ». Et cette proposition consisterait à confier la présidence des ARS à un élu local. Je suis extrêmement sceptique sur cette proposition pour les raisons suivantes. D'une part, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'aucune exigence constitutionnelle ne garantissait l'autonomie de gestion des établissements de santé. Cela dans une décision de 2009. D'autre part, le Conseil d'État, lui, a déclaré que les directeurs d'ARS étaient soumis au pouvoir hiérarchique des ministres concernés dans une décision de 2012. Comment, dans ces conditions, les élus locaux pourraient-ils avoir une influence sur les ARS? Il faut modifier ou bien la jurisprudence, le législateur peut très bien aller à l'encontre de cette jurisprudence, ou bien adopter d'autres dispositions pour donner un rôle réel aux élus locaux. Donc, je pense que les élus locaux n'ont pas actuellement de compétences en matière de santé, mais il est possible d'améliorer la situation. Il me semble qu'il y a au moins deux choses qu'il faudrait faire et que la loi, d'une part, assurer une information, que les autorités de l'État assurent une information des élus locaux dans toutes les décisions que ces autorités prennent dans le domaine de la santé. Et d'autre part, il me semble qu'il serait possible d'établir une concertation lorsque une décision doit être prise, associer les élus locaux, même sans que leur avis soit un avis conforme, c'est-à-dire que ce soit qui s'impose, mais qu'au moins ils soient consultés et qu'ils puissent donner leurs sentiments sur les mesures qui doivent être prises. Et si l'on voulait, par exemple en matière de confinement, déconfinement, nous sommes dans le domaine de la matière de ce qu'on appelle juridiquement la police. Donc, dès lors qu'il s'agit de liberté, les élus locaux ne peuvent avoir aucune compétence. Donc le confinement, ce n'est pas eux qui peuvent le décider, même le législateur est limité, puisqu'on porte atteinte à des libertés qui sont fondamentales, qui ont valeur constitutionnelle. Et actuellement, la jurisprudence telle qu'elle est déclare que les autorités de police inférieures ne peuvent qu'aggraver les dispositions prises par l'autorité de police supérieure et non pas les atténuer. Mais on pourrait, dans le cadre du déconfinement, puisqu'on pourrait imaginer un déconfinement si les situations se reproduisent qui soient différenciées selon les territoires, on pourrait imaginer que les élus locaux puissent adopter une telle décision. Mais il faudrait une loi pour mettre fin à cette jurisprudence. Il n'est pas possible, à l'heure actuelle, que les élus locaux puissent procéder de cette manière-là. Voilà, je crois que j'ai épuisé mes 8 minutes, Monsieur le Président. Et donc après, pour le reste, si vous souhaitez me poser des questions, je suis disposé à y répondre. Merci. Je vais tout de suite donner la parole à Jean-Michel Arnaud, rapporteur, pour sa batterie de questions. J'en poserai quelques-unes. Vous prendrez, enfin ceux qui le souhaitent parmi nos 4 intervenants répondront aux questions des 2 rapporteurs. Ensuite, je prendrai les questions de nos collègues en visioconférence ou en présentiel. Bien, merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, merci de vos interventions. Il me semble, en faisant la synthèse rapide de ce que j'ai cru comprendre de vos interventions, qu'il y a d'abord visiblement une distorsion entre la perception que les élus locaux, je suis moi-même élu local, avons de la gestion de la crise et la manière dont nous nous sommes impliqués, la manière dont nous avons eu la reconnaissance de nos citoyens, et les propos tenus par Martial Foucault qui semblent contredire la perception à travers des enquêtes plus scientifiques de ce ressenti de la part de nos populations. Et première observation qui est en fait une question, est-ce que finalement, M. Foucault, la situation de la gestion de cette crise est finalement révélateur d'une déconnexion de la confiance générale des citoyens à l'égard des institutionnels, quand bien même, notamment dans l'hyperproximité, les élus locaux, ces institutionnels de proximité, du quotidien, du premier quart d'heure,
ont eu le sentiment de faire le travail et je puis vous attester qu'ils l'ont fait. Et pourtant, globalement, j'ai l'impression qu'ils sont également contestés comme tous les corps intermédiaires et les institutionnels le sont dans ce pays. Donc, j'aimerais éventuellement que vous puissiez peut-être approfondir ce point, M. Foucault, et nous expliquer finalement les grands éléments fondamentaux de ce décrochage des citoyens à l'égard des institutions. Le deuxième sujet qui marque fortement vos interventions est finalement un presque consensus sur le fait que le cadre juridique, à quelques détails près, permet de faire face à un certain nombre d'attentes et d'enjeux en matière d'accompagnement de crise, et notamment la crise Covid, mais que le problème principal se situerait dans la collaboration, dans l'interconnexion des différents silos pour une meilleure efficacité des politiques publiques. On voit dans la loi 4D en particulier, qui va venir à l'ordre du jour du Parlement, une prise de conscience certes marginale, mais une prise de conscience à travers notamment cette notion de contractualisation territoriale envisagée, de cette nécessité de mettre en cohésion, de mettre en mouvement les collaborations institutionnelles et territoriales. Et vous l'avez vous-même dit, la difficulté pour les élus locaux notamment, et derrière cette contractualisation, le sentiment parfois de devoir assumer dans la proximité des actions qui relèvent de leur champ d'action, mais avec la contractualisation, une sorte de marché de dupes, puisque les moyens ne suivent pas. Vous avez évoqué, notamment M. Foucault, la question de l'autonomie financière, qui est un vrai sujet pour les collectivités locales. Et finalement, les élus locaux ont le sentiment, une nouvelle fois, qu'on les prend pour des sous-traitants, sans marge de manœuvre, en ayant l'incapacité de pouvoir agir dans la réactivité, comme cela a été dit par le maire de Dunkerque, la plus absolue des attentes, des moyens voulus, attendus par les concitoyens. Donc, comment travailler sur cette notion de contractualisation, de collaboration, pour être plus efficace et plus en confiance avec nos concitoyens. Dernier sujet, ça a été longuement évoqué par le ministre Lambert, c'est effectivement la question des normes. Et finalement, ce que disait le maire de Dunkerque faisait écho à cela, toute proportion gardée, sur la gestion du marché, la gestion des plages, comment travailler la poutre entre responsabilité locale, adaptation locale, et finalement, un rappel systématique fait notamment par les autorités, qu'elles soient de l'ARS sur le domaine de la santé ou de manière plus générale par les préfectures de département, sur l'absolue nécessité de rester dans un cadre rigide. Et comment travailler cette tension entre absolue nécessité de pouvoir adapter au territoire des textes et des pratiques attendus par les citoyens pour répondre concrètement aux besoins d'urgence, notamment dans le cas d'une crise, et ce rappel permanent et la crainte finalement de judiciarisation, de contentieux si on sort du cadre. Voilà les trois questions principales et observations que je souhaitais faire, et j'attends évidemment avec intérêt vos réponses, sachant que notre travail vise également à formuler un certain nombre de recommandations et nous sommes évidemment preneurs de toute recommandation que vous pourriez faire pour améliorer l'ensemble du dispositif de réponse institutionnelle locale aux exigences d'une crise comme la crise Covid que nous venons de vivre. Merci Jean-Michel. Moi, je vais seulement poser deux questions. La première, je vais reprendre le terme employé par Alain Lambert, l'armistice. Il faudrait un armistice entre les collectivités territoriales et l'État parce que, avec la crise sanitaire, la pandémie, les difficultés sont telles devant nous que il faut trouver des solutions de partage et d'avenir. Alors justement, et je pose la question à tous les intervenants, pas seulement au ministre Lambert, si on dit armistice, on a un peu le sentiment que faut être au moins deux pour signer l'armistice, et donc il faut que chacun fasse un pas. Les collectivités locales, dans cette pandémie, ont fait beaucoup en ne recevant pas forcément beaucoup de compliments de la part de l'État. L'État a voulu garder la main et a effectivement, dans bien des cas,
laisser les collectivités locales se débrouiller localement dans des conditions difficiles. Quelle serait la notion que l'on pourrait imaginer? Alors on peut parler de concertation. J'ai bien compris que la notion même de transfert complet de compétences en matière de santé serait difficile, mais qu'est-ce que l'on peut imaginer et comment est-ce qu'on peut imaginer un partage ou une concertation, une complémentarité entre les collectivités territoriales et l'État qui, dans le domaine de la santé, ferait en sorte que l'on sorte par le haut, si je puis dire, de cette pandémie et que l'on prévoit au mieux, si par malheur il y avait de nouvelles épidémies, que l'on prévoit au mieux comment faire en sorte que la réactivité, comme l'a dit le maire de Dunkerque, soit rapide et qu'on n'ait pas ces zones d'attente et de turbulence qu'on a eues toute l'année 2020 et même début 2021. Deuxième question, alors là elle est un peu plus matérielle si je puis dire, enfin matérielle et juridique. On voit bien que les différents textes qui se sont succédés de décentralisation depuis 30 ans, bientôt 40 ans, ne sont pas aboutis. Mon sentiment profond, c'est que le texte, en tout cas ce que nous connaissons, il n'est par définition pas encore passé devant le Parlement, le texte de loi 4D, en réalité, change peu les équilibres qui sont ceux d'aujourd'hui. On attendait de ce texte, non pas une révolution, mais enfin une évolution en tout cas très sensible, à la fois des rapports de force, des rapports financiers, du rééquilibrage des pouvoirs. On a un peu le sentiment que c'est très cosmétique et que sous couvert de faire un texte de décentralisation, en réalité, on ne va pas changer la notion d'équilibre entre l'État et les collectivités. Est-ce que, restons-en même au domaine de la santé, mais au-delà, peut-être de manière plus globale, vous auriez, alors je ne vous demande pas de rentrer dans le vif du sujet du texte 4D, mais qu'est-ce qui vous apparaîtrait comme un équilibre plus normal? Vous savez, celui qui vaudrait un armistice, monsieur le ministre. Qu'est-ce qui serait un équilibre plus normal entre l'État et les collectivités pour la gestion des crises? Je mets crise au sens global, pas seulement sanitaire, peut-être futurement, mais qu'est-ce qui vaudrait un armistice? Parce que pour le moment, c'est vrai, depuis que je suis au Sénat, monsieur le ministre et messieurs, la lutte entre les collectivités locales et l'État est une réalité. Année après année, texte après texte, on est toujours en train de dire « ça ne va pas, la relation est déséquilibrée ». L'État ne fait pas confiance, l'État ne transfère pas assez, l'État ne finance pas assez, l'État dit « oui, mais les collectivités sont dépensières, les collectivités ne restent pas toujours dans un cadre normal ». On a un peu l'impression que la guérilla État-collectivité n'a pas cessé depuis plus de 20 ans, et pourtant, il faudrait pour tout le monde une relation plus sereine dans l'avenir si on veut pouvoir travailler, quelles que soient les options politiques de chacun. Comment vous voyez tout cela? Je vous laisse la parole et naturellement, comme vous êtes des génies de la concision, je vous laisse la capacité de répondre en très peu de temps chacun avant de donner la parole à nos collègues sénateurs. Qui veut la parole la prend, parce que là il n'y a pas... Monsieur Foucault peut-être en premier? Allez. Merci. Alors, concision en 4 minutes, est-ce que c'est satisfaisant? Parce qu'il y a beaucoup de points et je me permettrai peut-être de vous envoyer par écrit les autres éléments de réponse. Moi, je vais retenir trois questions. Premièrement, je maintiens que... il y a, oui, un décalage entre la perception, il ne s'agit pas de dire que le témoignage du maire de Dunkerque et de dizaines d'autres maires serait faux. C'est pas ça mon point, et de dire que quand on dit que les élus locaux ont bénéficié en termes de confiance par cette crise, je crois que c'est une erreur. Pourquoi? Parce que les maires étaient jusqu'à présent, l'institution était les acteurs politiques les plus appréciés en termes de confiance par les Français. On était déjà très très haut.
Et donc 65%, hein, et ça depuis près de 10 ans. Il y a eu un petit décrochage entre 2016 et l'hiver jaune. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur un phénomène de rattrapage pour tous les autres acteurs politiques, une progression. Le conseiller départemental, le conseiller régional, le député, le sénateur sont vraiment depuis 2 ans sur un mouvement à la hausse. Et donc cette crise a, je veux dire, confirmé ce mouvement de rattrapage. Ça, c'est le premier point. Une fois dit cela, cette confiance, comment elle tombe pas du ciel, hein. C'est-à-dire la confiance des citoyens vis-à-vis de l'action publique des élus locaux. J'ai toujours considéré qu'il y avait 2 ressorts à cette confiance. Un, la proximité, je vais le décliner, et deuxièmement, la compétence. La proximité, c'est ce qui a été parfaitement dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, ça va mêler des questions de réactivité, de capacité à observer un besoin et d'y répondre, parfois même avec des moyens bricolés, je vais dire. Et ça suffit parce qu'effectivement, c'est le plus important, ça donne du sens à l'action publique. Et aujourd'hui, le sens de l'action publique est, je dirais, fortement apprécié, bien sûr des citoyens, mais plus que cela, on considère que cette formule réagir avec bon sens, on se dit mais c'est une formule un peu galvaudée. Non, en temps de crise, c'est ce qui vient en premier à l'esprit des citoyens à l'échelle d'ailleurs locale, régionale et je vais même dire un peu plus largement dans l'ensemble de nos démocraties. Donc ça, c'est la proximité. La proximité, c'est toutes les notions qui vont toucher la question du soin, prendre soin d'eux, la bienveillance. Alors je sais que le terme de bienveillance est aujourd'hui à des usages parfois trop politisés, mais c'est bien cela, la proximité. La proximité, c'est pas simplement une question de distance géographique, c'est vraiment être au plus proche. Et puis la question de la compétence, eh bien on a vu qu'au cours de cette crise, c'est probablement là où il y a, je pense que c'est là l'expression du décalage, c'est que cette compétence, on n'attend pas nécessairement d'un élu local qu'il ait une maîtrise totale du Code général des collectivités territoriales, qu'il n'ait pas une maîtrise totale du Code de la santé publique, mais en revanche, qu'il puisse effectivement jouer un rôle à la fois de bousculer, de s'affranchir, avec tous les risques juridiques que vous avez évoqués, Monsieur Arnaud, de s'affranchir et de prendre des risques de judiciarisation des actes que l'on pourrait lui reprocher. Et effectivement, ça c'est lié à la particularité de la crise. Deuxièmement, la concision est déjà entamée. Je vois une difficulté très grande. Pendant cette crise, je relisais L'étrange défaite de Marbloch, et quand même, on a tous les éléments qui étaient posés dans cet ouvrage. Bureaucratisation, absence de révision d'une doctrine. Alors là, bien sûr, on parlait d'une doctrine militaire, mais finalement, la doctrine d'action publique, elle peut aussi se décliner. Et donc, on a considéré qu'une crise sanitaire valait bien une autre crise, et donc les mêmes outils devaient être mobilisés. Considérant que les outils et les matériels d'une guerre victorieuse 14-18 pouvaient être redéployés en 39 et 40. Bon. Je trouve que cette crise a aussi révélé, puisque c'est votre point, Monsieur le Sénateur, l'armistice, sur quel terme on peut signer un armistice entre les collectivités locales et l'État, bien précisément dans ce renversement de la verticalité. Quand je parlais de coopération tout à l'heure, ça veut bien dire cela, ça veut dire que je ne suis pas un partisan de la communalisation. Je pense qu'on doit considérer que 35 000, ou un petit peu moins, mais 35 000 communes, je n'ai aucun élément qui permettrait de dire que c'est parce que nous avons 35 000 communes que la gestion de la crise sanitaire a pu être meilleure que dans d'autres contextes institutionnels. Je n'ai aucun élément pour pouvoir vous confirmer ça. En revanche, je peux vous dire que avoir un État, je prends l'exemple parce que moi ça m'a beaucoup frappé, j'ai vécu pendant près de 8 ans au Canada,
J'ai suivi cette crise sanitaire et je me souviens d'un débat quand je vivais à Montréal, moment de fusion et défusion des communes à Montréal, dans le Grand Montréal. La raison principale du mouvement de fusion, c'était un principe de rationalisation et de dire que finalement il y a une économie de coûts qui peut être engagée parce qu'il y a des dépenses assez lourdes en raison des saisons et des opérations de déneigement qui coûtent beaucoup dans les budgets des communes. La défusion était précisément qu'il y avait une contestation sur le principe même de l'action publique consistant à dire non, on ne peut pas avoir une égalité des moyens de déneigement parce qu'il y a des territoires beaucoup plus résidentiels que d'autres. Et donc, dans une crise de gestion sanitaire, on peut considérer, on l'a vu, que la circulation du virus, et ça je rejoins tout à fait le propos du maire de Dunkerque, qu'effectivement, ces signaux faibles, oui, une proposition sur cette loi de 4D qui, est, à mon avis, est insuffisante, et le Conseil d'État a un avis certes sévère, mais je crois assez juste. D'ailleurs, des 82 articles, je ne vois pas un article parfaitement dédié à la santé. Cohésion sociale, 5-6 articles, mais sur la santé stricto sensu, il n'y a strictement rien. Donc, si je dois trouver une articulation entre une amélioration institutionnelle et cette question précise de la santé, alors oui, je considère que la coopération, est-ce que ça doit passer par les EPCI? Je ne suis pas qualifié pour y répondre. Mais en revanche, une coordination, pas une coopération, mais vraiment une coordination de la compétence santé allant de pair, et moi je trouve que c'est fondamental, parce qu'il n'y a pas de sens politique sans responsabilité politique, et il n'y a pas de responsabilité politique sans autonomie financière. Le citoyen doit pouvoir apprécier l'action qui est menée par le responsable politique, et cela doit passer, c'est quand même très curieux, sinon on va se retrouver toujours dans cette situation. Si les choses n'ont pas fonctionné, c'est parce que l'État n'a pas donné suffisamment de moyens, et si les choses ont fonctionné, c'est parce que le responsable politique a fait preuve d'une grande agilité à jouer avec les moyens du bord. Bon, ça, ce n'est pas satisfaisant. C'est ça qui mine notre démocratie locale. Retirer la parole pour la donner à qui la souhaite. Monsieur le maire, Alain Lambert, qui veut intervenir. Monsieur le maire, allez-y. Oui, merci. Rapidement, d'abord sur la question du fameux 4% pour les élus locaux. Moi, j'ai eu le sentiment que la question qui était posée n'était pas une question posée sur la gestion de la crise, mais sur la sortie de crise, qui me semble assez... Du coup, la réponse, moi, ne m'a pas choqué. C'est-à-dire, grâce à qui on est en train de sortir de la crise? Moi, j'aurais dit d'abord les scientifiques, c'est-à-dire quand même ceux qui ont trouvé le vaccin. Ensuite, évidemment, la population, et largement après. Donc, par contre, si on avait posé la question qui a amorti le choc de la crise, je pense que dans cette question-là, je pense que les élus locaux auraient été, à mon avis, plus hauts. Donc, je me demande si la question n'est pas aussi un peu biaisée et ne porte pas sur la sortie de crise et non sur la gestion de la crise et du choc. Je reviens sur la question de l'armistice rapidement. Je pense que ce qui manque fondamentalement aujourd'hui entre l'État et les collectivités, c'est une reconnaissance d'un cadre cohérent et assumé de ce qui relève de l'égalité républicaine et de ce qui relève de la différenciation. Quand je parlais tout à l'heure de la gestion du quotidien et de la prévention, il faut dire aux Français, ça relève de la différenciation. Et donc, ce qui se passera à Calais sera différent de Dunkerque. Et il faut l'assumer et le dire comme ça. Voilà. Et de l'autre côté, il faut dire voilà ce qui relève de l'égalité républicaine et voilà ce que vous aurez, que vous soyez à Calais ou à Dunkerque, ou à Pau ou à Biarritz. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est ce cadre assumé entre égalité républicaine et différenciation territoriale. On est dans le flou perpétuel, en fait, sur ces questions-là. Et je pense qu'il y a 3 grands domaines aujourd'hui dans lesquels il faut vraiment avancer sur cet armistice État-collectivité. Tout à l'heure, j'ai cité la sécurité. C'est en cours et je trouve que c'est un bel exemple. Moi, j'ai un travail remarquable aujourd'hui qui se fait entre l'État et les collectivités, entre police nationale et police municipale, sur la prise en charge de la tranquillité publique, de la sécurité, l'aide aux victimes. La ville est en train de s'engager dans l'aide aux victimes. On fait un travail remarquable aujourd'hui entre l'État et la collectivité sur ces questions de sécurité. Je trouve que ça avance à une vitesse remarquable et pas qu'à Dunkerque. Par contre, dans la santé, il ne se passe pas grand-chose parce que je le redis, d'un côté, il y a la gestion de la maladie, de l'autre côté, il y a plutôt les problématiques de prévention et on ne lie pas les deux.
Et l'éducation aussi qui reste avec un retard gigantesque, quoi. Il faut se battre comme un chien, quoi, pour faire avancer l'accompagnement éducatif des communes. Or, je pense que dans ces trois domaines, santé, sécurité, éducation, on aurait vraiment à assumer un cadre cohérent, égalité républicaine versus différenciation territoriale. On l'a encore aujourd'hui. Moi, chez moi, le port du masque, ça devient un gag. Ça devient un gag. Plus personne ne respecte aujourd'hui la consigne nationale. Plus personne. J'avais le préfet au téléphone, je lui disais, tu sais, tu ne veux pas modifier un peu ça? Parce que là, il n'y a plus personne qui respecte. Je ne vais pas dire ce que m'a répondu le préfet, mais bon, mais grosso modo, on voit bien qu'à force de mettre en place des règles qui ne correspondent plus à la réalité, ils finissent par être discrédités. Et donc, du coup, après, tout est discrédité. Là où on devrait renforcer la communication sur le port du masque à l'intérieur en ce moment, on perd tout, là. On est en train de tout perdre parce qu'on est discrédité. Alors que si on renvoyait à des éléments de différenciation sur le port du masque, aujourd'hui, on aurait des choses adaptées à la réalité locale. Donc aujourd'hui, il y a vraiment à être très très clair dans le partage des tâches et non pas le partage des compétences. Et puis, je finis juste, dernier point, l'armistice ne peut être signé que si on arrête de ponctionner les finances des collectivités. Sinon, c'est un marché de dupes. Enfin, excusez-moi, mais moi, je gère tous les ans des baisses de financement et j'en ai marre, quoi. Enfin, je veux dire, je ne fais que ça. Depuis que je suis élu, depuis 2014, chaque année, on me baisse mon budget, quoi. Donc, à un moment, on ne peut pas signer un armistice quand on fait les poches, quoi. Ben, je veux dire, excuse-moi, quelqu'un qui me fait les poches, je ne peux pas signer la paix avec lui. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Les intercommunalités, notamment, sont confrontées à toutes les crises, hein, notamment la crise énergétique, écologique, voilà, maintenant la crise sanitaire, et on nous fait les poches, quoi. Donc, à un moment donné, ça suffit. Voilà, je veux juste m'arrêter là-dessus. Merci. Je passe la parole, s'il le veut bien, à Alain Lambert. Oui, merci, Monsieur le Président, parce que j'ai une très grande confiance dans le professeur Jean-Marie Pontier pour qu'il mette en forme juridique ce que je pourrais avoir à dire, notamment sur une question du rapporteur. C'est pour cela que je préférerais parler avant lui. Je voudrais dire à M. Foucault très, très cordialement que les résultats qu'il nous a donnés sont scientifiquement absolument exacts, mais je recommanderais très vivement que les administrations centrales n'en tirent pas comme interprétation qu'elles ont magnifiquement travaillé, parce que très franchement, si je comprends bien l'enquête, c'est qu'avant elles n'avaient pas de crédibilité, maintenant elles en ont un peu. Ce qu'on attendrait, c'est qu'elles en aient beaucoup. Donc je crois qu'il faut faire très très attention. Les administrations centrales, nous les connaissons, plusieurs d'entre nous, le président a été lui-même au gouvernement, elles sont assez rapidement satisfaites d'elles-mêmes, donc je ne suis pas sûr qu'il faille leur dire trop fort qu'elles ont parfaitement bien travaillé. Sur le deuxième point, monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la difficulté bien française de pouvoir faire collaborer ou articuler la mission de différents acteurs. Le professeur Jean-Marie Pontier est un grand spécialiste au plan juridique de ce sujet et nous en avons souvent parlé ensemble. Ce que je crois, c'est que l'instrument le plus efficace dans ce domaine où les politiques publiques sont conçues verticalement, alors que pour pouvoir les rendre efficaces, il faut pouvoir les mettre en œuvre horizontalement, eh bien l'instrument le plus efficace restera toujours le contrat, c'est-à-dire la contractualisation, à condition que les dés ne soient pas pipés avec des contrats d'adhésion où le pouvoir exécutif définit les modalités du contrat qui vont organiser cette articulation entre les différents acteurs pour mener conjointement une action publique. Je pense que le professeur Pontier saura mieux que moi expliquer quels sont les ressorts juridiques qui pourraient être utilisés en la matière, parce qu'il a publié des articles très importants sur ce sujet, mais je crois que c'est tout à fait possible, à condition qu'on accepte l'idée d'une certaine liberté contractuelle entre différents acteurs, avec en effet une différence selon les territoires à raison de la diversité de notre pays. S'agissant des normes elles-mêmes, monsieur le rapporteur, vous avez très très bien compris qu'à partir du moment où une compétence a été totalement transférée, la tentation du service central qui est en charge de veiller à ce que cette compétence continue d'être bien exercée
et de pouvoir régir dans l'idéal, si j'ose dire, sa manière d'être mise en œuvre sans se préoccuper des coûts qui en résultent, ni de la complexité avec laquelle ces normes vont s'appliquer. Et vous comprenez bien que selon qu'il s'agisse d'une commune de 500 habitants ou d'une ville comme une ville de capitale ou régionale, les modalités ne devraient pas être les mêmes. Au CNEN, nous nous battons sur ce sujet. Je dois dire que le partenariat que nous avons ouvert avec notre homologue allemand nous convainc tout à fait que l'uniformité n'est pas une nécessité absolue. Et je crois que nous pouvons en effet arriver à enfin discipliner la production de ces normes. S'agissant du contentieux, soyons sérieux, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, ceux qui existent sont des contentieux très spécialisés, notamment dans le droit de l'urbanisme. Mais dans les normes qui pourrissent la vie des collectivités locales, il y a très très peu finalement de contentieux. Il y a des risques de contentieux, mais ça c'est la vie. S'agissant de l'armistice, cher Président, je l'ai utilisé au sens de la suspension des hostilités parce que vous avez parfaitement expliqué qu'en effet, depuis 20 ou 30 ans, il existe quand même entre l'État central et les collectivités territoriales des malentendus qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Et à un moment donné, il va falloir chacun faire un pas vers l'autre, comme vous l'avez dit il y a un instant, et c'était l'esprit dans lequel je le proposais. Eh bien, en effet, la loi 4D est le support idéal pour pouvoir signer ce contrat de nouveau paradigme entre l'État et les collectivités territoriales. Alors, que devrait-il contenir? Eh bien, il devrait déjà, par exemple, contenir une explicitation de ce qu'est le principe d'égalité. Je vous l'ai proposé tout à l'heure, je vous ferai passer une rédaction qui est tout à fait imparfaite probablement, mais qui pointe les sujets sur lesquels on rencontre une pusillanimité incroyable des interprètes de la loi, alors que le Conseil constitutionnel n'en a jamais parlé. Et ma conviction profonde, c'est qu'il faudrait aller suffisamment loin, et que le législateur, au regard de l'article 34 de la Constitution, aille suffisamment loin pour que le Conseil constitutionnel place les vraies bornes en la matière du principe d'égalité, parce qu'il a vraiment besoin d'être explicité. Il y a un autre principe qui mérite d'être davantage approfondi, c'est celui de la libre administration. Et ça, dans la loi 4D, vous allez pouvoir le faire. Dans la loi 4D également, vous allez, grâce à la modulation des compétences, pouvoir mettre en œuvre ce que le rapporteur demandait en matière d'articulation entre les différents acteurs sur des politiques qui sont conduites conjointement. Je crois que cette loi 4D doit vous permettre, puisque le gouvernement, dans sa rédaction initiale, on va dire, a été modeste, eh bien, au fond, prenez-le comme une invitation à l'ambition pour le Parlement de reprendre, au fond, les droits que la Constitution lui a conférés. Et il est le seul, d'ailleurs, à déterminer les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales exercent leurs compétences, eh bien, d'être extrêmement ambitieux et de partir de l'idée que le principe, c'est la liberté, que la régulation, c'est l'exception, et que finalement les seules bornes réelles qui existent, ce sont les libertés publiques et les droits constitutionnellement garantis. Et je suis sûr que le Sénat mesurera bien en l'espèce la grande responsabilité constitutionnelle qui est la sienne au regard de sa représentation des collectivités territoriales. Merci, professeur Pontier. Oui, Monsieur le Président, en quelques minutes très vite. D'abord, je voudrais dire que je vais tout à fait dans le sens de ce que vient de dire Monsieur le ministre Lambert. Nous sommes tout à fait d'accord sur ces points. Je pense que, alors, pour me parler très largement, le projet de loi 4D tel qu'il existe actuellement, Monsieur le ministre Lambert a dit modeste, moi je dirais qu'il n'apporte rien. Je serais beaucoup plus sévère. C'est au Parlement de prendre les mesures qui conviennent
pour rétablir cet équilibre entre l'État et les collectivités territoriales. Parce que le projet de loi 4D n'apporte pas du tout de remède aux difficultés qui existent actuellement et il n'apporte pas non plus de solution aux inconvénients de la loi NOTRe, parce que cette loi NOTRe, selon moi, c'était une loi qui était une mauvaise loi, inopportune, sans doute inutile, et qui a compliqué considérablement les choses. Sur le plan, par exemple, de la contractualisation, sur laquelle monsieur le ministre Lambert a justement attiré l'attention. Regardez, vous avez par exemple les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence, les CTEC. Qu'est-ce que c'est ? Personne ne le sait exactement. On ne le sait tellement pas que le ministre de l'Intérieur a demandé à l'inspection générale de l'administration de faire une recherche pour savoir comment ces conventions fonctionnaient. Résultat, on ne le sait pas très bien. C'est très obscur. C'est extrêmement compliqué. Toute la loi NOTRe est faite de dispositions compliquées et je crains, si cela n'est pas modifié, que le projet de loi actuellement, le projet de loi 4D, n'améliore rien du tout et n'aggrave même la situation. Alors, juste un mot sur la contractualisation évoquée qui est effectivement quelque chose d'essentiel. Souvent, cette contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales, qui est, je crois, oui, je suis tout à fait d'accord, la seule solution. Mais cette contractualisation est souvent un faux semblant. Les élus locaux se sentent souvent trompés. Lorsque l'État dit « on contractualise », les élus locaux pensent qu'il s'agit de contrat. Mais ce n'est pas parce qu'on appelle un acte contrat qu'il s'agit d'un contrat. Et le juge administratif, le Conseil d'État, souvent requalifie le dit contrat en acte unilatéral. Donc, les élus locaux se sentent littéralement floués. Il me semble qu'il appartient aux législateurs d'adopter des dispositions pour faire en sorte que cette contractualisation en soit véritablement une. Et il y a des moyens. Il suffirait aux législateurs de dire que les contrats sont des contrats pour que le juge administratif ne puisse pas aller à l'encontre de cette qualification. Il serait même possible aux législateurs de dire que ce sont des contrats au sens de l'article 1101 du Code civil qui définit le contrat. Et ainsi, le juge serait pris par cette définition, il ne pourrait pas aller à l'encontre. Et je me demande aussi, toujours sur le plan de la contractualisation, si le législateur ne pourrait pas proposer un cadre de contractualisation, je dis bien proposer, dans lequel pourraient s'inscrire les collectivités territoriales qui voudraient contractualiser avec l'État et qui laisserait cette liberté aux collectivités territoriales tout en considérant qu'il s'agit bien de contrats avec les conséquences attachées au contrat, c'est-à-dire que l'État, s'il se dédisait, pourrait être responsable de cette situation. Voilà, Monsieur le Président, dit en quelques mots, très vite. Très bien, merci infiniment, professeur. Eh bien, je vais me tourner vers mes collègues sénateurs. Je vois que Muriel Jourda se précipite sur son micro. Oui, c'est pour aller plus vite que tous les autres sénateurs présents, monsieur le Président. Oui. Merci de me donner la parole. Dans ce débat que je trouve très intéressant, j'ai beaucoup apprécié les échanges sur la notion d'égalité. Pour ma part, je pense que l'égalité comprend la différenciation. Parce que pour moi, l'égalité n'est pas traiter tout le monde de la même façon, mais de fixer un but commun. Et dès lors, les moyens pour y arriver ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, bon, les deux notions ne me paraissent pas impossibles à concilier. Et je trouve également très intéressant le débat sur la contractualisation. Alors, je pense que le problème n'est pas vraiment que les contrats ne sont pas des vrais contrats, c'est qu'on a surtout une partie dans le contrat qui est en situation léonine, qui est l'État, et qui donc peut imposer ce qu'elle souhaite en appelant ça contrat. Chacun se rappellera le pacte de Cahors qui prévoyait la diminution des dépenses des collectivités, en contrepartie de quoi, eh bien, elles étaient mieux dotées. Il est évident que là-dedans, on appelait ça des contrats, mais la réalité est que l'État disait ce qu'il voulait et qu'on signait ou on ne signait pas, mais c'était la seule latitude qu'on avait. J'observe tout de même que la liberté, qui pour moi donne bien plus de résultats que la contrainte, n'est pas très bien vue de manière générale par l'État. Et nous avions notamment un outil entre collectivités, entre communes, qui était extrêmement efficace, qui s'appelait le SIVU, syndicat intercommunal à vocation unique, qu'on a supprimé au motif de supprimer ce qu'on appelait le millefeuille, mais qui en réalité était un outil très souple,
qui répondait à des besoins locaux et qui coûtait peu cher, mais qui a été supprimé par pur dogmatisme. Et je crains fort qu'on soit toujours dans cette vision des choses. Alors j'avais quand même une question, parce que c'est pas moi qui suis auditionné, qui avait trait à l'impression générale que j'ai eue, comme notre collègue Jean-Michel Arnaud, mais comme le maire de Dunkerque aussi, sur le fait que dans l'étude du CEVIPOF, effectivement, les maires ne sont pas traités à leur juste valeur, parce que je ne sais pas si avoir 35 000 communes en France nous a aidés, mais ce qui est certain, c'est qu'avoir des communes nous a aidés. Ce qu'on a tous pu constater sur le terrain, c'est que lorsqu'il a fallu fournir des masques, les maires ont été bien plus efficaces pour les commander ou pour les faire fabriquer tout simplement sur place quand on avait les moyens qu'on avait à l'époque, c'est-à-dire pas de possibilité de commande dans le cas d'une pénurie mondiale, qu'ils ont aussi été efficaces pour faire installer des centres de vaccination, parfois en se battant pour ça, c'était une lutte, et qu'ils ont été efficaces lorsqu'il s'est agi de recenser, en partie d'ailleurs sur le listing du plan canicule, les personnes qui étaient en difficulté dans les communes. Pendant le confinement, des appels ont été passés par les élus locaux, des courses ont été livrées, et puis ensuite, vers la fin et vers la vaccination, eh bien, les élus, parfois contre l'ARS, ont mis en place des transports pour pouvoir emmener vers les centres de vaccination des gens qui étaient dépourvus de moyens de transport. Enfin, c'est un témoignage local, mais qu'on a tous connu, je crois, dans nos départements. Donc, il est certain que les communes ont pris une place primordiale. Alors, je suis d'accord avec monsieur le maire de Dunkerque, ça n'est pas choquant lorsqu'on demande si les maires sont responsables de l'amélioration de la situation sanitaire et que seuls 4% des personnes interrogées estiment qu'ils sont responsables de l'amélioration. Je suis assez d'accord pour dire que c'est le vaccin qui va améliorer la situation sanitaire. Est-ce de propos délibérés que vous n'avez pas posé la question de savoir qui a joué un rôle essentiel dans la gestion de la pandémie, qui n'est ni son amélioration ni son aggravation, mais sa prise en charge, tout simplement. Est-ce de propos délibérés ou tout simplement n'avez-vous pas envisagé votre questionnaire de cette façon ? Avant de donner la parole brièvement à M. Foucault, moi je voudrais rajouter juste un exemple qui vient de se produire dans mon département et par rapport à d'autres. On nous dit non, pas de territorialisation. Non, c'est l'État qui décide, c'est l'État seul qui fixe les règles, voilà. Très bien. Le maire de Levallois demande l'ouverture le 20 mai de 6 manèges, je veux bien 6 manèges, hein, pas Disneyland, 6 manèges sur l'esplanade devant la mairie de Levallois. Refus catégorique du préfet qui dit c'est non, pas avant la mi-juin, et si vous le faites, je vous traîne devant les tribunaux pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans le même temps, on apprend le même jour qu'à Marseille, au Parc Chanot, le salon de la gastronomie et du vin, avec 230 stands, ouvre. 230 stands de gastronomie et de vin, c'est-à-dire où les gens, par définition, enlèvent les masques, boivent et mangent. C'est-à-dire on peut faire donc 230 stands à Marseille avec des milliers de personnes qui vont venir boire et manger, mais surtout pas 6 petits tours de manège sur l'esplanade de Levallois. Quel est le sens profond, si on nous dit non à la territorialisation, de la logique d'État en la matière? C'est absurde. Je veux dire, franchement, à un moment, l'État va lui-même se perdre dans son propre fonctionnement. Mais je vous laisse la parole, M. Foucault. Merci. Je n'ai pas d'éléments peut-être très profonds à vous dire, sauf que nous sommes en train de travailler actuellement avec l'Association des maires de France sur un complément assez sérieux de ce module qui n'était pas dédié au rôle des élus locaux dans la gestion. C'était vraiment un baromètre sur la confiance et on regardait les éléments d'appréciation de la confiance. Donc, je suis vraiment agnostique sur la question, tout en sachant que ce qui sera très important, et en vous écoutant, je vais être très inspiré sur cette question, parce que vous avez indiqué que pour vous, égalité et différenciation pouvaient être compatibles. Et l'exemple que vient de citer le sénateur Carucci est très intéressant parce que, au fond, dans notre
pas cette enquête baromètre confiance politique, mais on a près de 35%, un tiers des Français qui sont très attachés à l'égalité territoriale, au principe d'une république égalitaire, dès lors qu'elle va de pair avec une mission de correction des inégalités. C'est très important. En revanche, on voit qu'il y a une tension réelle aujourd'hui, et ça, notre enquête le met en évidence. On est prêt à abandonner le principe de l'égalité territoriale si cela va de pair avec plus d'efficacité. Et pour moi, cette question de décentralisation ou cette question de différenciation doit effectivement poser le principe de, bien sûr, de l'efficacité, mais dans l'efficacité, c'est pas seulement l'efficacité au sens, j'allais dire, économique du terme, c'est aussi une efficacité politique. Et le principe de réactivité, moi je l'associe au principe de responsabilité, et je crois qu'effectivement la différenciation, en tout cas dans ce texte, manque j'allais dire peut-être de perspicacité ou d'ambition ou d'audace pour restaurer ce lien de responsabilité politique. Et quand vous dites, vous avez tout à fait raison, peut-être que les Français n'ont pas, dans cette enquête, mis en évidence le rôle joué par les élus locaux dans la gestion, mais c'est précisément, je pense que quand on décide à ce point de présidentialiser la gestion d'une crise, on peut difficilement, pour le citoyen qui est habitant de la commune, moi qui suis originaire de la Bourgogne, je vais prendre une commune de Bourgogne, à Is-sur-Tille par exemple, eh bien si on lui dit il y a une distribution de masques, le citoyen ne va pas pouvoir séparer ce qui relève d'une initiative du maire pour se substituer à ce que l'État ou le préfet n'a pas su faire, ou ce qui relève d'une consigne et presque d'un décret national. Et ça, effectivement, au fur et à mesure où on... je crois que l'expression « vider les poches » employée par le maire de Dunkerque tout à l'heure, en termes de moyens, eh bien, au fur et à mesure où on continue dans cette logique, évidemment, ça, je trouve qu'on est en train d'écorner le principe même de responsabilité politique, et on a besoin de responsabilité politique pour le bon fonctionnement d'une démocratie. C'est le b.a.-ba d'un système politique en forme.